Et tout de suite en direct, Sarah Knafo. Il faut rappeler à quel point les opinions occidentales sont divisées. On vient de l'évoquer parmi les voix critiques d'Israël, Emmanuel Macron. Parmi les voix, au contraire, en soutien absolu de Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Et vous allez à la cérémonie qu'il organise ce soir, Sarah Knafo, la commémoration des événements du 7 octobre. Bonsoir. Bonsoir Darius Rochebain, merci de votre invitation. Merci à vous. Vous êtes donc à Miami. Vous allez vous rendre dans quelques minutes à cette commémoration organisée par Donald Trump. Pourquoi d'abord, vous, femme politique française, avez voulu être là dans cette commémoration de Donald Trump ? Écoutez, première chose, parce que j'ai eu l'honneur d'y être invitée. Et j'ai accepté cette invitation parce que j'ai trouvé que la symbolique était très forte. Nous sommes à 1 an du 7 octobre. Cette tragédie qui a fait 1200 morts, qui a fait 42 morts français, rappelons-le, à cause du djihad islamique. Une tragédie qui a largement dépassé les frontières d'Israël. Vous l'avez vu, j'ai écouté Gilles Kepel à votre antenne qui disait que ça avait peut-être même dépassé par son ampleur l'électrochoc du 11 septembre. Un événement symbolique aussi parce que nous sommes maintenant à 29 jours de l'élection présidentielle américaine, dans laquelle Trump est favori pour certains sondages. Je crois que être ici aux États-Unis, ça montre aussi une prise de conscience. C'est-à-dire que nous avons été rejetés par certains dans, je dirais, le monde occidental. C'est-à-dire que nous sommes en train de prendre conscience, un peu malgré nous, que nous appartenons à une même civilisation, c'est-à-dire à la civilisation judéo-chrétienne occidentale qui prend conscience d'elle-même face à des ennemis intérieurs, à des ennemis extérieurs qui sont bien souvent les mêmes. Si je dois vous donner des exemples récents, je dirais que ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Sciences Po, ce qui s'est passé la semaine dernière à Sciences Po, ces cris de l'intifada, ces drapeaux palestiniens tagués au mur, c'est exactement ce qu'on retrouve aujourd'hui à Harvard ou à Columbia. Ce qu'on a vu, les manifestations géantes avec les drapeaux palestiniens, place de la République, ce sont les mêmes manifestations qu'on a vues dans les rues de New York, dans les rues de Londres, de Belgique, d'Allemagne, à Cologne, etc. Il y a une prise de conscience qu'au sein de chacun de nos peuples, on a les mêmes dangers, à la fois intérieurs, c'est-à-dire qu'on est miné de l'intérieur par, je dirais, la coalition du wokisme dans les facultés et d'un nouveau peuple qu'on a accueilli nous-mêmes. Sarah Knafo, soyons très précis. Est-ce que ça veut dire que vous adhérez entièrement quand Benjamin Netanyahou, il l'avait d'ailleurs dit sur notre antenne, considère qu'entre le combat d'Israël et le combat de la France, il y a une adéquation complète, qu'on est, selon leurs propos, qui sont controversés évidemment, exactement dans le même bateau? Alors, je vous dirai jamais qu'il y a une adéquation complète entre un pays et un autre, parce que je suis une nationaliste, je suis française avant toute chose, et par conséquent, quand on est français, on est obligé, y compris si on considère qu'il y a des liens civilisationnels, on peut accepter qu'il y ait des positions géostratégiques qui parfois diffèrent. Je vous donne un exemple très simple, l'Italie, qui a une politique atlantiste historiquement. Nous, on a une politique beaucoup plus indépendantiste en France, indépendantiste vis-à-vis des États-Unis, et pourtant, qui nierait que l'Italie et la France sont de la même civilisation. Il y a un intérêt civilisationnel très clair qui nous dépasse tous, qui dépasse nos nations, dans le sens où, en effet, comme Julien Freund disait, c'est l'ennemi qui vous désigne. Quand on a vu le 7 octobre, l'an dernier, les images de ce que les djihadistes avaient fait, c'est-à-dire éventrer des femmes enceintes, décapiter des bébés, ça nous a malheureusement rappelé des images qu'on avait aussi vues chez nous. C'était la même barbarie qui avait frappé au Bataclan. Et quand on voit ça, on se dit, en effet, on partage aujourd'hui l'acuité du danger, c'est-à-dire que ce sont les mêmes dangers qui nous guettent. Et en face de nous, on a des gens qui se coalisent. Ça s'appelle l'islamo-gauchisme. Ils se coalisent pour nous menacer. Et je crois que pour nous aussi, il faut une prise de conscience de ce qui nous rapproche, de ce qui nous menace tous deux. Est-ce que ça veut dire, pardon Sarah Knafo, est-ce que ça veut dire que vous approuvez à 100% les actions militaires actuelles? On va y revenir avec Frédéric Ancel et Georges Malbruno. Il y a beaucoup d'actions militaires d'Israël en ce moment qui sont en cours à Gaza, au Liban, peut-être dans les prochaines heures ou même les prochaines minutes en Iran. Est-ce que ça veut dire que vous les approuvez entièrement? Je pense que c'est pas mon rôle d'approuver à 100%, mais disons une chose, est-ce que c'est le nôtre? Est-ce qu'on aurait apprécié qu'Israël, au lendemain du Bataclan, nous dise qu'on n'était pas dans notre rôle d'attaquer Raqqa? Est-ce que c'est à nous de renier à Israël le droit de se défendre?
Pour moi, un pays a non seulement le droit de se défendre, mais le devoir de se défendre. Imaginez si nous étions au pouvoir et que des djihadistes avaient assassiné 1200 Français. Je me sentirais le devoir de défendre mon peuple. C'est ce qu'Israël fait et je ne crois pas qu'on soit en position de le juger. Vous allez tout à l'heure être avec cette célébration aux côtés de Donald Trump. Est-ce qu'il est, selon vous, un modèle d'action, en tout cas à l'égard d'Israël? Il faut rappeler, Donald Trump est l'homme qui a voulu déplacer la capitale d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem, qui est un soutien complet de Benjamin Netanyahou. Est-ce que pour vous, il donne la bonne direction, disons? Je pense qu'il y a une forme de clarté dans l'action politique des républicains en général et de Donald Trump en particulier, c'est-à-dire cette conscience d'un monde judéo-chrétien qui est miné, je vous le disais. On a un Occident qui est malade, on le voit dans les écoles de nos élites, on le voit par la faiblesse dont font parfois preuve nos démocraties pour se défendre elles-mêmes, dans la culpabilité qui les ronge et qui les empêche d'avoir même le peu d'énergie vitale qui devrait leur faire ouvrir les yeux sur les dangers que nous acceptons au quotidien, les dangers qui pèsent sur nos enfants, sur notre avenir, sur notre identité. Et je pense qu'il y a un réveil. Alors, c'est pas seulement Donald Trump, mais il en est, vu que les États-Unis sont la première puissance mondiale, il en est un exemple majeur. Mais ce sont des questions qui se posent à nous tous, des questions qui se posent à Viktor Orban, qui se posent à Giorgia Meloni, qui se posent à nous en France, qui se posent en Grande-Bretagne, en Belgique, en Allemagne, un peu partout dans le monde occidental. Et je crois que la victoire de Donald Trump serait la preuve que non seulement ses idées, c'est-à-dire ce monde judéo-chrétien qui veut continuer d'être lui-même, qui veut se défendre, qui veut continuer d'exister, qu'il peut gagner, y compris face à un système médiatique hostile. Je crois que ça donnerait un espoir à tous les autres. Et pour terminer sur sa potentielle victoire et sur ce qu'il représente, je pense qu'y compris et surtout pour des nationalistes, pour des souverainistes, la victoire de Donald Trump est souhaitable parce que son isolationnisme nous protégerait. C'est-à-dire que l'isolationnisme d'un Donald Trump nous permettrait à nous de recouvrer vraiment notre souveraineté, de prendre notre destin en main, y compris en tant que Français, pour reprendre le pouvoir, reprendre de l'influence sur le continent européen grâce à notre atout militaire. À l'inverse, à chaque fois que les démocrates ont gagné... Restons, si vous permettez, vraiment à Trump, à son engagement pour Israël, à cette cérémonie ce soir. Il y avait une tradition juive de gauche, elle existe d'ailleurs toujours, il y a beaucoup de Français de confession juive de gauche. Vous êtes une Française de confession juive de droite. Est-ce qu'il se passe quelque chose là? On a vu les dernières élections, notamment en Israël, où beaucoup votaient Reconquête. On a vu pas mal de citoyens de confession juive qui votent maintenant RN. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait cette forme de déplacement dans une partie des Juifs de France? Il y a quelques instants, je vous disais, c'est l'ennemi qui vous désigne. Et je pense que les Français de confession juive ont pris conscience que les ennemis qui menaçaient les Français dans leur ensemble étaient les mêmes que ceux qui les menaçaient. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, quand on a l'hypercacher, dans la même année, on a le Bataclan. Vous connaissez peut-être ce slogan djihadiste qui dit « après le samedi, on a le dimanche ». C'est-à-dire après le jour du Shabbat, on a le jour saint des chrétiens. Quand on écoute par exemple Erdogan qui dit « on revient dans un monde où il y aura la guerre de la croix contre le croissant », symbole très clair du monde chrétien opposé au monde musulman, je pense que les Français de confession juive, comme tout le reste des Français, a raison de se sentir dans le même bateau, pour parler de manière triviale, de se sentir menacés par la même civilisation. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il y a eu un basculement qui ne date pas du 7 octobre, mais que le 7 octobre a accéléré. Un mot encore, s'il vous plaît, sur l'histoire. Là, il y a une persévérance dans l'existence du peuple juif depuis des milliers d'années, en dépit des persécutions, des pogroms, de la Shoah, etc. Certains disent que dans l'histoire des nations, c'est au fond un modèle de peuple, un modèle national. Est-ce que vous êtes sensible à ça? Pas vraiment, puisque, si vous voulez, moi, pour moi, quand j'entends national, je pense immédiatement à la France. Donc, pas vraiment. Je pense que ce qui me plaît dans l'histoire juive, c'est cette faculté d'assimilation.
c'est le respect de l'adage à Rome fait comme les Romains. Et je pense que notamment ce modèle israélite créé à l'époque par Napoléon a été le modèle qui a permis aux Juifs de s'assimiler à la culture française, de la faire leur, de l'aimer. Les exemples sont nombreux, mais très vite, ils ont accepté de vivre comme des Français, de considérer les Français comme leurs frères. Et je pense que d'autres qui sont arrivés après eux auraient grandement à s'en inspirer. Et si je peux dire un dernier mot sur le 7 octobre, ce qui me déçoit le plus dans cette journée grave, tragique, c'est l'impression qu'on n'a tiré aucune leçon du 7 octobre. Ça fait maintenant 1 an que cette tragédie s'est déroulée, qu'on a vu ces images de barbarie. Et l'impression qu'on a eue, c'est qu'au gouvernement, Emmanuel Macron a beaucoup tangué, il est passé d'une politique étrangère à l'autre. Il a d'abord soutenu Israël en parlant de coalition contre le Hamas quand il s'est rendu sur place. Puis ensuite, il s'est mis à attaquer Israël, presque à leur enlever le droit de se défendre. Et on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, on a 2 politiques étrangères. Et je vous disais tout à l'heure, cette impression qu'on a 2 politiques étrangères, je crois qu'elle vient du fait qu'Emmanuel Macron a peur. Emmanuel Macron a peur de ce qu'on pourrait appeler sa rue arabe. Quand on a 2 peuples sur un territoire, c'est presque logique d'avoir 2 politiques étrangères. Et moi, je me souviens, et je n'ai pas oublié, qu'Emmanuel Macron avait refusé de venir à la manifestation contre l'antisémitisme parce que l'humoriste, pseudo-humoriste Yacine Bellatar lui avait dit que s'il y allait, il mettrait on ne va pas refaire toute cette histoire-là, pardon de vous interrompre, mais je rappelle quand même pour corriger, parce que mon micro était coupé tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, mais Emmanuel Macron n'a pas dit qu'il fallait enlever toutes les armes à Israël, mais seulement les armes concernant Gaza. Il n'empêche pas Israël de se défendre. Mais je vous laisse finir votre phrase. Oui, donc je vous disais qu'on observe que ce qu'on appelle chez Reconquête le grand remplacement a même des effets aujourd'hui sur notre politique étrangère. Et pour une souverainiste comme moi, c'est particulièrement grave de se dire qu'on a perdu notre souveraineté en matière de politique étrangère parce qu'on a peur de voir les banlieues s'enflammer. On n'a pas non plus tiré les leçons du 7 octobre, typiquement parce qu'on n'a pas dissous les frères musulmans. Sarah Knafo, merci beaucoup. Vous allez partir un mot encore, s'il vous plaît, de conclusion. Là, vous allez rencontrer, alors c'est célébration américaine, je ne suis pas sûr que vous ayez beaucoup de temps avec Donald Trump. Qu'est-ce que vous lui direz si vous voyez Donald Trump, là, disons, de près, dans quelques instants ? Écoutez, je vous le raconterai plus tard. Je ne vais pas faire l'histoire avant de la vivre. Donc, en tout cas, je vous remercie de m'avoir invité. C'est nous, merci. Et, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Sarah Knafo. Et je rappelle donc que vous êtes aux célébrations organisées par Donald Trump ce soir. Merci beaucoup.